Voilà, bonjour à tous. Alors, suite du cours de littérature dans les conditions pour le moins particulières, mais finalement pas si inintéressantes que ça, on va entrer dans le texte de Rabelais. Je vous propose des unités courtes qui sont toujours centrées autour d'une seule problématique. Ici, la question c'est celle du double, c'est celle de la subversion, c'est celle de lire par derrière. C'est ce qui fait de Rabelais quelqu'un qui a embarrassé son époque et qui est contrevenu à ce qu'on attendait d'un citoyen respectable. Alors naturellement, de prime abord, on peut se dire, bon, des histoires de géants, de beuveries, un faux roman de chevalerie, des jeux de mots à la pelle, des listes, bref, une espèce de rigolade généralisée, ça paraît bien innocent et on comprend pas tellement bien pourquoi il faudrait se formaliser et mettre ce roman à l'index. Pourtant, il y a plein d'indices, et ça commence au lecteur qui est tout à fait sérieux, et puis le prologue, qui nous indique qu'en fait il ne faut pas en rester là, et qu'il y a un appel véritablement, on le reverra ça par la suite, à aller derrière le texte et à en tirer ce que Rabelais appelle la substantifique moelle, d'accord? C'est-à-dire que on va faire une première lecture entre les lignes, c'est-à-dire qu'est-ce que l'action de ces géants, tout géant soit-il, suggère? Qu'est-ce qu'il essaie de nous raconter à travers toutes ces histoires, ces combats, cette abbaye fictive, etc. Il y a quoi dans les blancs? Il y a quoi qui est impliqué par cette geste-là? Il faudra également aller derrière les lignes. Quels sont les postulats de cette écriture? Comment il voit les humains? Comment il voit ce qu'est une société? Comment il voit ses contemporains? Et il les attaque relativement durement. Et finalement, au-delà des lignes, bah, c'est quoi son projet? Vers quoi il a envie d'aller? Dans quoi la Renaissance projette ses ambitions, son futur, la manière de faire société en termes d'éducation, en termes de religion, en termes de contrat social, de politique, etc. Tout ça, c'est contenu de façon latente dans le texte. C'est caché, c'est codé, mais ça l'est suffisamment peu pour que tout le monde arrive à accéder d'une manière ou d'une autre à la suspicion d'un deuxième sens. Les contemporains d'ailleurs s'y sont pas trompés, puisqu'on a mis le texte à l'index et on a combattu le travail de Rabelais assez rapidement. Et d'ailleurs, lui, qui était moine, hein, a tout le temps fricoté avec la censure, passé très très près de représailles institutionnelles dures, et c'était quand même pas par hasard. Alors, le centre de notre questionnement, c'est la dimension critique de l'œuvre de Rabelais et de Gargantua ici en particulier. Alors, par critique, on entend toujours c'est dire du mal. En fait, c'est déprécier ceux que l'on critique. Mais il faut savoir quand même que le terme de critique, à l'origine, signifie évaluation des conditions de possibilité. Alors ça a l'air un petit peu pédant, mais évaluer les conditions de possibilité, ça veut dire prendre un modèle, une théorie, une proposition, quelle qu'elle soit, et essayer de voir si elle marche. Évaluer les conditions de possibilité. Faire la critique, c'est ça. C'est se dire, mais ce que tu me proposes, si je l'éprouve, est-ce que ça tient le coup? Alors naturellement, critique est devenu synonyme de dire du mal parce que très souvent, ben, le modèle évalué ne résiste pas à l'examen et manifeste toutes ses insuffisances. Du coup, faire la critique, c'est très souvent faire apparaître ce qui ne fonctionne pas. Et à l'époque, ben, Rabelais, lui, pour lui, ce qui ne fonctionne pas, c'est un petit peu embêtant parce que c'est l'Église, l'État, l'école, la manière de gouverner. Enfin, il n'y a rien qui marche, quoi. Et c'est toutes les choses qui ont des enjeux de pouvoir et des enjeux de légitimité et des enjeux de normes sociales. Alors naturellement, quand vous mettez ça en jeu, vous devenez assez rapidement un adversaire politique, peut-être même un ennemi public, intellectuel numéro un. Bon, que faire? Dire les choses frontalement? Ben, le problème, si je les dis frontalement, je vais assez rapidement me faire arrêter, bannir, excommunier, emprisonner et éventuellement exécuter selon la dynamique judiciaire qui va se retourner contre moi. Ça explique une partie, naturellement, du jeu rabelaisien avec l'allégorie, avec les personnages fictifs, etc. Alors, cette dimension critique, on reviendra dessus, ça va être tout le propos de ce petit module, elle est d'abord orientée sur un plan anthropologique. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Le Moyen Âge, pour faire court, place la Terre au centre de l'univers, Rome au centre de la géographie terrestre, et là autour le pape et l'Église catholique. L'Église catholique qui est là pour se préoccuper en fait du péché de ses fidèles. Donc l'homme est un être insuffisant, raté,
toujours un petit peu en faute, pris dans une espèce de déficit perpétuel que seul Dieu peut combler. Rabelais dit l'inverse, comme toute la Renaissance. Il dit, mais le sixième jour, Dieu crée l'homme et voit que c'est bien. Dieu se retourne sur sa créature et vit que ce qu'il avait fait était bon. À partir de là, il n'y a qu'à l'éduquer. S'il devient mauvais, c'est qu'il est dans des environnements et dans des formations qui le pervertissent. Voilà. Mais dire ça, c'est attaquer la totalité du système d'enseignement de l'époque. Anthropologiquement parlant, donc, l'être humain est bon, capable de quelque chose, éducable, et si ces conditions sont remplies, on arrive vers des sociétés qui sont assez plaisantes. Le deuxième volet, c'est bien sûr la question religieuse. Cette religion qui n'affranchit pas du tout, qui fait ramper, qui fait faire des rites, qui a toujours un péché d'avance, un reproche d'avance, qui finalement est totalement conformiste, orthopractique, c'est-à-dire qu'il faut faire juste, même si on ne sait pas du tout ce qu'on fait, et qui sert surtout à asseoir le pouvoir de ceux qui tiennent les rôles de prêtrise ou de papauté et à servir les autres. Mais en aucun moment, ça ne fait l'éloge ou ça élève cette créature du sixième jour que Dieu a jugée être bonne. Donc naturellement, Rabelais va également mettre en question ça. Et vous remarquez d'ailleurs qu'il le fait au nom même du texte biblique. Donc il ne va pas chercher les conditions de possibilité ailleurs que là où elles se trouvent. Vous pouvez imaginer à quel point ça déplaît. La critique est sociale également, avec une critique des inégalités. C'est-à-dire que si vous naissez noble, eh bien vous exercez cette noblesse-là. Même si vous êtes un être parfaitement méprisable et corrompu et hypocrite et socialement peu pertinent. Probablement que la dimension de mérite est tout à fait seconde par rapport à la dimension de naissance. C'est ce que Rabelais va critiquer, et vous verrez comment on entre à l'abbaye de Thélème, c'est sûrement pas parce qu'on a le sang bleu. Ensuite, il y a une dimension littéraire, parce que naturellement, il va falloir écrire tout ça. Il va falloir trouver un ton, il va falloir trouver une voix, il va falloir trouver une langue. Rabelais écrit en langage françois, c'est-à-dire il écrit dans la langue que tout le monde parle. Or, la langue noble à cette époque-là, encore largement et par-dessus toutes les autres, c'est le latin. Si vous faites un texte respectable, vous l'écrivez nécessairement en langue latine. Or, Rabelais, il n'écrit pas un texte respectable, il veut écrire un texte vrai, il veut écrire un texte qui parle aux gens et qui soit compréhensible par eux. Donc, naturellement, ça va être ça. Ensuite, comme le rire, dit-il, est le propre de l'homme, et ça il le doit à Aristote dans cette fameuse poétique dont un volume nous manque, eh bien, il faut que le texte nous amuse. Il faut que quelque chose nous enjoigne à la plaisanterie, à être en joie. D'accord. Ça va être un de son fonds de commerce. Pour le reste, il reste, on y reviendra, une dimension relativement classique dans une certaine façon de construire le texte, et cette dimension de roman de chevalerie qui n'est pas tout à fait absente. Rabelais est un grand lecteur, il connaît ces modèles-là. Ensuite, il y a la dimension académique. Rabelais fait le même constat que Descartes, c'est-à-dire que dans les académies, on raconte à peu près n'importe quoi. C'est l'autorité de celui qui parle qui fait la vérité, et ce n'est pas du tout sa justesse scientifique, littéraire, philosophique ou logique. Donc on peut dire n'importe quoi, on peut faire naître Ève du côté d'Adam, ce qui lui paraît ridicule, c'est pour ça qu'il fait naître Gargantua de l'oreille de Gargamel, et on répète des locutions latines auxquelles on ne comprend rien, on est des obsédés de la liste, c'est-à-dire une fois que j'ai tout énuméré, j'ai fait le tour, et à l'arrivée, l'académie, à l'exception de quelques génies qui s'en tireront toujours, c'est globalement la fabrique du crétin, mais du crétin obéissant. Et ça, Rabelais le conteste fondamentalement. Et finalement, il y a une dimension critique par rapport à l'éducation. Si l'homme est naturellement bon, il faut s'adresser à cette bonté-là. Il va se dresser, il va faire des choses, il est capable. Et on n'a pas besoin d'avoir une éducation qui fonctionne à coup de trick pour simplement faire marcher les gens droits et les faire rentrer dans une morale complètement artificielle et de les mettre au service d'un projet de pouvoir. Il faut rendre les gens libres, il faut s'adresser à leur nature fondamentalement bonne, et ils feront exactement des choses bonnes. Ça va être ça, la vie de Thélème. Fais ce que tu veux. Mais quand on fait ce qu'on veut, on veut des choses bonnes. Voilà Rabelais. Donc la dimension critique s'adresse à tout ça. Et naturellement, de l'autre côté, il faut trouver une forme à tout ça. Il faut utiliser des manières de raconter. Comme on ne peut pas être frontal, on va utiliser la fiction. On va raconter des histoires de géants, de bestioles, de fêtes imaginaires, de cités qui n'existent pas, de combats qui n'ont jamais eu lieu.
Bref, on entre dans quelque chose qui est véritablement le romanesque et l'épique. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'une geste extrêmement active, avec une dramaturgie très tendue. C'est intéressant, on va le voir, et probablement que c'est beaucoup plus efficace qu'un ouvrage de philosophie où on tâcherait de démontrer par A plus B les choses. De la fiction donc, avec une abbaye, des géants, des combats, etc., etc. Une autre dimension textuelle, ça va être l'ironie. Alors, l'ironie, c'est, on la voit bien, hein, on grince des dents à plein d'endroits, on rigole. Et la question de ce qui est mis en questionnement par l'ironie, c'est bien entendu tous ces éléments qui sont attaqués par Rabelais et remis en question. On reviendra là-dessus. Elle est des fois très cachée, elle est simplement dans la manière dont les personnages se comportent ou dont ils se racontent. Et par moments, il y a des vrais discours qui sont sans ambiguïté à lire à rebours de ce qu'ils disent. Il y a une autre chose qui est le détournement, c'est-à-dire qu'on va reprendre des éléments de la culture classique, médiévale, scolastique, et on va jouer avec. Alors, le truc, je crois, qui horripile le plus Rabelais et qu'il utilise paradoxalement le plus, c'est la liste. Il peut faire, vous l'avez vu hein, dans Gargantua, des inventaires sans fin et ça n'en finit pas. Il y a des centaines de jeux, personne ne sait ce que c'est, les jeux de Gargantua. Quelques-uns, on les identifie, après vous avez des chercheurs qui plongent comme des malades pour essayer d'identifier ce que ça pouvait bien être, on n'en sait rien. Peut-être même qu'une grande partie sont des jeux imaginaires. Et ça continue comme ça. Il y a plusieurs endroits comme ça où on va détourner les leviers classiques du savoir pour les faire jouer finalement contre eux-mêmes et montrer qu'en fait ils sont vides de sens et que c'est des purs jeux formels. C'est lié à la saturation. Si je fais une liste de 5 ou 10 items, bon ben j'ai une liste. Si j'énumère des choses rigolotes ou absurdes, j'ai juste une liste qui dysfonctionne. Mais si ma liste elle fait 10 pages, j'arrive à quelque chose qui est complètement surchargé et qui explose en s'effondrant sous son propre poids. Ça devient un procédé ironique, etc. Et en fin de compte, la question de la mise en abîme, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui sont à la fois jouées et racontées par ceux qui jouent, comme si les personnages expliquaient ce qu'ils font aux lecteurs, comme s'ils étaient leurs propres théoriciens, ce qui permet naturellement de se protéger, de dire c'est pas moi qui dis ça, c'est le personnage. C'est toujours le même principe, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça permet tout ça? On pourrait se dire, bon, il était suffisamment lâche pour pas écrire un ouvrage de philosophie. Probablement pas. D'abord, c'est habile de ne pas se confronter de cette manière-là, parce que vous y laissez votre vie. Et deuxièmement, ça a un certain nombre d'autres effets. Le fait de mettre des fêtes monumentales, de mettre des guerres imaginaires énormes, avec des combats titanesques, de faire boire les gens énormément, de jouer, d'ironiser, notamment quand il s'agit de sauver soit les livres, soit le vin, et qu'on choisit de sauver le vin, il y a quelque chose, dit, mais attends, dans quel monde ils vivent? Donc en fait, j'ai plus de repères. Tout ce que je considérais comme vrai, comme pertinent, comme acceptable et ayant de la valeur, ben, je l'ai plus. Rebattre le jeu, c'est dire j'ai les mêmes cartes globalement, mais je ne vais pas les jouer pareil. Et à ce moment-là, la face du récit change. La deuxième chose, c'est que quand vous avez ça, vous ne pouvez pas en rester à un récit de géant. Vous devez aller plus loin ou ailleurs. Vous ne pouvez pas dire, bon, Gargantua, c'est un géant qui boit. Si vous en restez là, vous passez à côté du texte et il y a trop d'indices qui vous empêchent de faire ça. Donc vous êtes obligé de vous prêter au jeu interprétatif. Et ce faisant, ben, vous vous trouvez impliqué. Vous vous trouvez engagé dans une action de déchiffrage de l'ironie, de déchiffrage des allégories, de ramener ça à des choses que vous connaissez. Et qu'est-ce que vous connaissez? Eh bien, votre propre vie. Et voilà l'effet critique qui se met en jeu. Et ce dispositif comme ça, ben, il va ouvrir un champ virtuel dans lequel on peut penser. C'est toute l'histoire de l'utopie. Dire, ah ouais, mais t'as vu pourquoi il fait ça? Et nous, comment faisons-nous? Si on faisait autrement. Donc en fait, l'histoire des géants, ça nous propose un modèle pour penser, pour raisonner, pour se projeter et pour éventuellement fabriquer du futur. Finalement, et c'est le mot de la fin de ce module, toute cette technique consiste à subvertir. Alors, subvertir, ça vient de subversio, la version par en dessous. En surface, on vous raconte des géants et des guerres picrocolines, et par en dessous, on vous propose un nouveau modèle de société. On vous raconte une alternative qui met en échec les usages du temps et les normes qui sont en vigueur à ce moment-là. La subversion, c'est moi, je ne conteste pas ta version, je te raconte une autre histoire. Et à l'intérieur de cette histoire, il y a l'alternative, il y a la contradiction, il y a le projet novateur qui est celui de Rabelais à la Renaissance.